Rebonjour. Dans ce deuxième chapitre, on va essayer de comprendre l'environnement dans lequel l'entreprise baigne. On va voir certains tools généralement utilisés pour faire cette analyse de l'environnement. Le premier tool très connu qui est celui de l'analyse PESTEL. Qu'est-ce que ça veut dire PESTEL? En fait, c'est un acronyme qui reprend la première lettre de chaque partie de l'analyse. L'environnement politique, le P pour l'environnement politique, le E pour l'environnement économique, sociologique, etc. Donc, pourquoi on fait cette analyse? On essaie de faire cette analyse qui n'est pas difficile à mettre en place pour le décideur. Elle va déterminer l'influence que peut avoir le macro-environnement sur l'entreprise. Parce qu'il faut savoir que l'entreprise, elle n'est pas en autarcie. Donc, elle subit les influences que peuvent avoir l'environnement politique, économique, etc. Le fait de les lister et de les prioriser va permettre aux décideurs de comprendre ceux qui sont les plus influents, ceux qui agissent directement sur le business et ceux qui le sont moins. Et il va essayer de prioriser aussi ceux qui ont ou qui présentent des menaces ou des opportunités, etc. Donc l'idée, c'est de comprendre le macro-environnement. Ce macro-environnement, en fait, il se divise en 3 niveaux. Si on peut les diviser d'une façon aussi simpliste que vous voyez sur le slide, d'abord, c'est le marché, qui est le premier cluster. Le deuxième, c'est le secteur. Le secteur, y compris les concurrents, les clients, les fournisseurs, etc. Et en dernier, le macro-environnement d'une façon générale, qui est celui qui englobe le tout. Qui englobe le tout parce qu'il y a dedans les facteurs politiques, gouvernementaux, économiques, etc., sociaux, qui sont avec des traits plus généralistes que le marché qui est plus spécifique quand même, ou le secteur. Alors, pour bien mettre en évidence l'analyse PESTEL, j'ai pris le cas de McDo, qui est très connu, et on a essayé de récapituler les principaux facteurs environnementaux qui impactent le business de McDo. Donc il y a l'environnement social, le personnel temporaire, les emplois précaires, le taylorisme, l'environnement démographique, le vieillissement de la population, l'environnement écologique, le gaspillage d'emballage, le recyclage des déchets, l'environnement technologique, la situation de la vache folle dans les débuts des années 90, les OGM, l'environnement culturel, l'image de modernité, de la diversité culturelle alimentaire, la malbouffe. Donc vous voyez, pour chacun des environnements, il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Ici, par exemple, l'environnement politique, il y a le point sur le terrorisme, l'anti-impérialisme, l'environnement économique, la globalisation des modes de consommation, qui peut être vu ou interprété comme un truc, comme un élément ou un facteur qui a un bon impact ou bien un mauvais, selon la vision du dirigeant, bien sûr, celui qui va faire l'analyse PESTEL. Donc ça, c'est le cas de McDo. Et on va passer au deuxième tool, celui des modèles des 5+1 forces de Porter. C'était les forces de Porter tout court, mais suite à la relecture de ce modèle, c'est devenu 5+1 forces de Porter. Le plus 1, c'est celui-là, c'est les pouvoirs publics, les autorités de régulation. En fait, pourquoi on dit force? Parce que chacune des entités que vous voyez ici, le fournisseur, les intrants, les substituts, les clients, ou bien les pouvoirs publics, elle exerce un pouvoir de négociation ou un pouvoir tout court sur l'entreprise et sur le secteur dans lequel baigne l'entreprise. On va voir un peu plus en détail les éléments de ce modèle. D'abord, il est utilisé dans les business units. Quand je dis business unit, ça veut dire, vous voyez la grosse structure des entreprises qui sont divisées en domaines d'activité stratégiques ou couramment appelés business unit. C'est-à-dire, vous avez dans chaque activité, elle est regroupée dans un business unit, et cette business unit, c'est sur laquelle on va faire notre analyse des 5+1 forces de Porter. On va pas la faire au niveau de la direction générale du holding, parce que ça n'a pas d'intérêt.
l'idée de ce modèle, c'est d'être quelque chose de pratique, de visualisable et qui donne une interprétation directe de la situation dans laquelle évolue l'entreprise. Et pour ça, on ne pourra pas le faire en étant dans la partie direction générale. Il faut que ça soit collé à un secteur, à un domaine, à une business unit spécifique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que les forces sont soumises à des évolutions, voire des ruptures. Donc c'est un modèle dynamique, c'est pas un modèle figé. Quand on va l'analyser aujourd'hui en temps T, ça veut pas dire que ce temps T il va rester figé pour des années ou pour des mois. Il peut évoluer, à la fin de l'année, on aura peut-être probablement besoin de refaire le modèle ou le réécrire. Donc le troisième point, c'est que ces forces sont interdépendantes. Elles agissent et elles interagissent entre elles. Et le quatrième point, c'est que la stratégie, elle peut consister à bouleverser ces forces. C'est pas un statu quo, il n'y a pas l'obligation de s'y conformer. L'entreprise, elle peut faire une stratégie de rupture. Et dans ce cas, ce modèle, il peut être la base de cette stratégie de rupture pour savoir la situation en temps zéro et qu'est-ce qu'il faut pour bouleverser telle force qui exerce un pouvoir, disons, très fort sur le business de l'entreprise. Donc elle n'aura pas un autre choix que de faire une stratégie de rupture. Nous allons voir dans ce slide un exemple des pouvoirs de négociation des clients. Quand est-ce qu'on peut dire que la négociation des clients devient élevée? Ce pouvoir-là, il devient élevé. Il peut être vu en tant que pouvoir oppressant quand ces clients ils sont concentrés, quand les fournisseurs ils sont éparpillés, quand il n'y a pas de source de substitution, quand le coût de transfert, c'est-à-dire le coût supporté par le client quand il change de fournisseur, il est faible. C'est-à-dire le client qui est insatisfait, il passe au deuxième fournisseur. Ce coût-là, il est faible, donc le client il a un pouvoir de négociation plus fort. Et en dernier, quand il y a une menace d'intégration vers l'amont, de la part des clients. Donc dans ce cas de figure, le pouvoir de ces derniers, il ne peut être que renforcé. Et en dernier, on va voir aussi l'exemple du pouvoir de négociation des fournisseurs. Quand est-ce qu'il est élevé? Il est élevé en général quand ils sont concentrés, même logique que les clients, quand ils ont une image de marque forte, quand le coût de transfert il est élevé, on ne peut pas changer le fournisseur aussi facilement qu'on voudrait, donc on est obligé de subir ce fournisseur. Je dis subir juste pour donner une illustration d'une situation qui peut être réelle. Et enfin, quand les clients ils sont nombreux et dispersés, c'est une logique inversée par rapport à celle des clients.